faster. I'm going to the maximum. I'm going to the maximum. I'm going to the maximum. I'm bigger, bolder, faster. Bigger, bolder, faster. Bonjour à tous. Merci d'être aussi nombreux ce matin. Donc, moi, je m'appelle Pauline, je suis psychologue sociale de formation et je viens également de soutenir une thèse sur la thématique de l'agisme. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, ce matin. Alors, avant de vous inscrire à cet événement, qui avait déjà entendu le mot agisme à main levée? 1, 2, 3, 4, 5... Bon, 10% à peine. Alors, à votre avis, et maintenant, si je vous pose une deuxième question, pardon. À main levée, qui a déjà entendu le mot sexisme? Normalement, tout le monde a déjà entendu le mot sexisme. Et le mot racisme, j'imagine que ça vous évoque aussi quelque chose. Alors, je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir, mais du coup, le mot agisme, eh bien, finalement, on ne le connaît pas, ou très peu, et pourtant, eh bien, c'est au même titre que le sexisme, que le racisme. En fait, il s'agit des discriminations, mais liées à l'âge. Donc, c'est le fait, l'agisme, d'avoir des discours, des stéréotypes, des préjugés discriminatoires envers une personne en raison de son âge. Dans la loi, c'est encadré comme les autres formes de discrimination. Dans le code pénal, l'agisme est reconnu comme une forme de discrimination. Par contre, quand on regarde dans les jurisprudences qui ont été faites, finalement, il n'existe pas de décision de justice pour un cas d'agisme. Pourquoi? Parce que pour l'instant, l'agisme, même s'il est inscrit dans le code pénal, il y a très peu de personnes qui connaissent cette discrimination et donc très peu de personnes qui la dénoncent ou qui se sentent victimes d'agisme, en fait. Et on va voir, je vais vous donner plein d'exemples et on va se rendre compte que dans la vie de tous les jours, en fait, il y a de plein de façons on peut être discriminé à cause de notre âge. On peut être discriminé à cause de notre âge parce qu'on est jugé comme trop âgé ou aussi parce qu'on est jugé comme trop jeune. C'est dans les deux sens. Donc par exemple, en tant que jeune, parfois on peut ne pas obtenir un poste parce qu'on est considéré comme trop jeune pour ce poste, par exemple. Ça, c'est de l'agisme. Ou inversement, parce qu'on est considéré comme trop âgé pour ce poste, c'est aussi une forme d'agisme. Mais l'agisme, c'est un petit peu particulier comme discrimination parce que autant pour le racisme, on est d'une origine ethnique ou pas, autant l'âge, il est constant, il évolue tout du long de notre vie. Et donc, quand on est plus jeune, on peut être victime d'agisme, et au fur et à mesure des années, on peut aussi être victime d'agisme. Donc, c'est une discrimination qui est un petit peu particulière. Et puis aussi, on est dans des sociétés qui mettons un petit peu un voile sur cette discrimination. On a tendance à la sous-estimer. On a tendance, notamment pour l'agisme envers les personnes âgées, à se dire « Oh, mais c'est pas grave, ils sont âgés, c'est pas grave, etc. » Donc, on la dénonce très peu dans nos sociétés. Pourtant, quand on interroge en Europe la population, les personnes se sentent discriminées par rapport au fait d'avoir 55 ans et plus pour 5% de la population, contre seulement 4% pour le genre, 3% pour l'origine ethnique et 2% pour le fait d'avoir 30 ans ou moins. Donc ce qu'on voit ici, c'est que on connaît beaucoup plus le racisme, le sexisme que l'agisme, alors que pourtant, l'agisme touche plus de personnes que les autres facteurs de discrimination. Donc ça touche plus de monde, mais on ne connaît pas bien cette discrimination. Donc c'est pour ça que c'est important de la faire connaître. Et puis on va voir aussi que ça a des conséquences sur la santé globale, ces formes d'agisme. Alors d'où ça vient l'agisme? C'est un petit peu comme les autres formes de discrimination. En fait, on n'est pas seul sur la banquise et donc notre cerveau, pour s'adapter, il va catégoriser les personnes, les objets, etc. On a tous le souvenir quand on est petit, on apprend très vite à faire des catégories de couleurs, des catégories d'animaux, etc. Et notre cerveau, pour simplifier notre réalité, il va faire des catégories. Et ces catégories, elles vont se baser sur des stéréotypes, des croyances qu'on a, qui sont véhiculées dans la société et qui sont véhiculées notamment, on va le voir, dans les médias, par exemple. Donc toutes ces croyances et nos représentations et nos stéréotypes, elles vont impacter les choix qu'on fait pour nous-mêmes ou pour les autres. Par exemple, on peut avoir des formes d'agisme qui sont autodirigées, c'est-à-dire que j'ai tellement intégré dans la société que ça c'était pour tel âge, ça c'était pas pour tel âge, que je vais par exemple m'interdire de porter telle robe parce que c'est plus de mon âge. Ça c'est une forme d'agisme autodirigé. J'ai intégré
malheureusement les stéréotypes de la vieillesse, et donc je m'interdis de faire ça, ou je m'interdis de m'inscrire à telle formation, parce que je pense que c'est pas destiné aux personnes de mon âge, mais peut-être aux personnes plus jeunes, etc. Donc ça, c'est l'agisme autodirigé. On peut aussi avoir des formes d'agisme interpersonnel, donc entre deux personnes. Par exemple, monsieur, vous n'allez pas me recruter parce que je suis trop jeune. Voilà, ça c'est une forme d'agisme interpersonnel. Et puis, on va aussi avoir des formes d'agisme institutionnel qui sont véhiculées dans les institutions. Et par exemple, ça peut être véhiculé dans les médias. Là, je vous ai donné 2 exemples de types de publicités qu'on peut rencontrer dans les médias, qui sont très fréquentes, mais qui sont assez interpellantes. Si on regarde la première, on a le mot anti-âge. Et ça veut tout dire finalement. Ça vient mettre des petites graines dans la tête des personnes en se disant il ne faut pas vieillir. Vieillir, c'est pas bien, il faut tout faire pour ne pas vieillir, etc. Donc ça, c'est des exemples, on n'y prête même plus attention au quotidien, mais en fait, ça vient donner une image de ce que ça doit être ou pas la vieillesse. Notamment cacher les signes de l'âge, etc. Dans les médias, on sait aussi, donc différentes études ont été réalisées, et il y a à peu près 20% en France de la population qui a 65 ans et plus, à peu près 20%. Et dans les médias, si on regarde toutes les personnes qui passent à la télévision, les personnes qui ont 65 ans et plus qui passent à la télévision, elles sont seulement 3%. Donc en fait, il y a un grand décalage entre ce qu'on voit à la télé et la réalité. Déjà en termes de nombre de personnes âgées qu'on voit à la télé, elles sont beaucoup moins représentées que la réalité. Et ensuite, quand on s'intéresse, quand les chercheurs observent comment les personnes âgées entre guillemets, sont représentées dans les médias, eh bien on se rend compte que souvent, il y en a un peu les 2 extrêmes. On a souvent la grande dépendance, ou la personne âgée, mais qui est tellement caricaturée que c'est pas celle qu'on rencontre au quotidien. Ou par exemple, il y a une autre étude sur les films Disney, notamment les plus anciens, parce qu'aujourd'hui ça commence un petit peu à évoluer. Mais quand on regarde les films Disney, toutes les personnes âgées dans les films Disney sont souvent les sorciers, les sorcières, les méchantes, c'est Picsou, etc. Et donc quand les personnes âgées sont représentées dans les médias, elles sont sous-représentées et elles sont souvent représentées de manière négative, avec des stéréotypes négatifs comme la dépendance, la sénilité, etc., etc. Il y a d'autres études qui ont été réalisées qui montrent que dans la société, de plein de façons différentes, on a des formes d'agisme. Une autre étude plus interpellante sur les cartes d'anniversaire. Donc les chercheurs se sont intéressés, ont dévalisé les magasins et ont acheté plein de cartes d'anniversaire, et ils ont analysé qu'est-ce qui était écrit sur ces cartes d'anniversaire en fonction de l'âge de la personne. Et à partir de 40 ans, il y a 30%, donc un tiers de ces cartes d'anniversaire, qui véhiculent des messages négatifs sur la vieillesse, que ce soit via ce qui est écrit dessus ou que ce soit concernant les images qui sont sur ces cartes d'anniversaire. Voilà. Au fil du temps, on a une vision qui, paradoxalement, est devenue de plus en plus négative sur le vieillissement. Donc là aussi, les chercheurs ont observé tous les textes, les récits, les romans, les magazines, la presse, etc., et ont analysé la connotation des mots qui sont associés aux personnes âgées. Comment on parle des personnes âgées dans les récits, les romans, etc. Donc ils ont étudié, il y a différentes études qui ont été réalisées qui arrivent au même constat, c'est que les mots qu'on associe aux personnes âgées dans les textes, les récits et les romans, ils sont de plus en plus négatifs au fur et à mesure des années, notamment les 200 dernières années. Dans les médias, j'en ai parlé. Est-ce que vous connaissez d'autres exemples d'agisme qui peuvent être véhiculés dans d'autres institutions? À part dans les médias, qu'est-ce qu'on pourrait avoir? On a par exemple... Oui, dans le cinéma, ça regroupe effectivement les médias. Non, c'est intéressant ce que vous dites. Effectivement, dans les médias, ce qu'on constate, au cinéma de manière plus générale, c'est que le sexisme va avec l'agisme, malheureusement. C'est encore plus délétère pour les femmes d'être âgées que pour les hommes. Et ça me fait penser, merci d'avoir réagi sur ça, ça me fait penser à une autre étude qui a été réalisée qui montre qu'avec l'âge, les acteurs hommes, femmes, ont de moins en moins de temps de parole dans les films.
Mais les femmes, elles, ont encore moins de temps de parole. Donc, c'est-à-dire que la diminution, elle est encore plus importante pour les femmes âgées que pour les hommes âgés dans le cinéma. Oui. Dans le sport, également, on peut avoir des formes de discrimination. Dans la santé, on va y venir. Dans les accidents. Qu'est-ce qu'on entend ? Oui, tout à fait. Dans la conduite automobile, effectivement, on va mettre en avant les accidents qui sont causés par les personnes âgées. Pourtant, les personnes âgées, ce sont les plus jeunes qui créent le plus d'accidents mortels. Et ce sont les personnes âgées qui sont le plus victimes d'accidents mortels. Il y a aussi les hommes qui créent les accidents que les femmes, oui. On a d'autres exemples plus étonnants. Il y a des formes de discrimination dans l'accès au logement. Donc, il y a une étude qui a été réalisée qui nous indique que les propriétaires ont plus de réticence à louer leur appartement à une personne âgée parce qu'ils ont des stéréotypes et des préjugés. Ils n'ont pas le droit à l'expulsion. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme stéréotype ? Oui ? C'est très simple. Quand vous adoptez un chien à la SPA, on vous dit, bon, on l'a dit il y a 1 mois et demi, et si vous arrive quelque chose, qu'est-ce que devient votre chien ? À la SPA, mais ce n'était pas en lien avec le logement, là. Oui, la même chose. Les propriétaires, ils étaient plus réticents à louer à une personne âgée parce qu'ils avaient comme stéréotype, donc ils ne pourraient pas les expulser. Une personne âgée, on l'associe à un risque de démence. Ils vont oublier la casserole sur le feu, donc voilà. Un risque de dégradation du logement, un risque qu'ils ne s'entendent pas avec le voisinage, etc. Et donc, quand on interroge les propriétaires, on se rend compte qu'ils préféreraient louer à un plus jeune par rapport à un plus âgé. Et ça, c'est une forme d'agisme parce que le critère... Enfin, c'est une discrimination parce que le critère ici, c'est l'âge, finalement. C'est pas le... La propriétaire n'a pas connaissance de l'état de santé global de la personne, il se base juste sur l'âge. On a aussi d'autres formes d'agisme, je l'ai évoqué un petit peu au travail, mais ne serait-ce qu'à l'embauche déjà. Les chercheurs ont réalisé des enquêtes où ils ont envoyé des faux CV à des directeurs, par exemple, avec des compétences qui étaient similaires, mais où seulement l'âge était différent dans les deux CV. Donc on avait un CV d'une personne de 35 ans et un CV d'une personne de 45 ans. Mais à 45 ans, on est déjà considéré comme âgé au travail. Et donc, ensuite, on observait si les directeurs étaient intéressés par la candidature, voulaient aller plus loin dans la démarche. Et les CV des plus jeunes étaient systématiquement préférés aux CV des plus âgés. Pourtant, les compétences étaient les mêmes, ils ne différaient que par l'âge. En cours aussi de travail, on a observé que les travailleurs considérés comme âgés ont moins accès aux formations parce que dans la société, on considère qu'avec l'âge, on est moins intéressé par des formations, on a plutôt envie d'être plus tranquille, etc. Ça, c'est des stéréotypes qu'on entend. Et donc, du coup, les travailleurs considérés comme âgés, on va moins leur proposer de se former, d'évoluer sur des postes, etc. D'ailleurs, quand on observe dans les bus ou dans les métros les publicités qu'il y a pour les écoles de formation, on a très rarement une personne âgée, on a souvent un jeune, en fait. Et donc, ça vient indiquer que les formations sont plutôt à destination des plus jeunes et moins des personnes plus âgées. J'avais un jour, dans une conférence, une dame qui m'avait dit qu'elle s'était... une dame de plus de 75 ans qui m'avait dit qu'elle s'était inscrite à une formation, mais qu'elle avait dû mentir sur son âge parce que dans le questionnaire d'entrée pour cette formation, pour cocher les tranches d'âge, ça s'arrêtait à 70 ans. Et donc, elle a coché qu'elle était dans la tranche d'âge de jusqu'à 70 ans, alors qu'elle avait plus de 70 ans. Elle a suivi la formation. Et ensuite, elle est allée voir les formateurs pour leur indiquer quand même qu'elle avait plus de 70 ans. Et ils ont dit, ah bah oui, c'est vrai qu'on n'avait pas pensé qu'on aurait pu retrouver des personnes plus âgées. Donc, initialement, ça partait pas forcément d'un mauvais sentiment, mais c'est tellement intériorisé dans la société qu'on ne s'en rend pas forcément compte, en fait. On a des formes d'agisme aussi dans l'accès aux technologies. Par exemple, on sait que les personnes âgées ne sont pas forcément intégrées quand il s'agit de concevoir des nouvelles formes de technologies
Par exemple, quand des grands groupes créent des nouveaux smartphones, par exemple, ils vont inviter des utilisateurs, des futurs utilisateurs, mais ces futurs utilisateurs sont souvent jeunes et pas âgés, et donc du coup, les nouvelles technologies ne correspondent pas aux attentes, aux besoins de tous les tranches d'âge dans la population. Si c'est important de parler de cette discrimination, c'est parce que ça a des conséquences sur la santé. Comme toutes les formes de discrimination, l'agisme a des conséquences sur la santé et des chercheurs ont essayé d'évaluer ces conséquences-là. On sait, par exemple, qu'avoir une vision positive du vieillissement, ça augmente notre espérance de vie de 7,5 années. Donc, une vision positive du vieillissement fait qu'on a une espérance de vie qui est plus importante que les personnes qui ont une vision négative du vieillissement. On a par exemple comme conséquence sur la santé la diminution des capacités langagières. Je vais vous expliquer. Quand on s'adresse à une personne âgée, la plupart des personnes ont tendance à utiliser un langage qui s'appelle l'elder speak. C'est par exemple « Comment elle va ma petite dame ? Est-ce qu'elle a bien dormi ?» Parler très très fort à la troisième personne, la petite mamie, etc. Oui, c'est une forme de langage qui est très infantilisante en fait, qui est initialement bienveillante, parce que la personne elle a plutôt envie d'être attendrissante, etc. Mais en fait derrière ça, on constate que c'est des phrases du coup qui sont plus courtes avec des mots plus simples, et c'est comme si finalement on parlait de cette façon-là à un enfant tout du long de sa vie de manière très simple. Il ne va pas développer les capacités langagières. Et nous, nos capacités langagières, on les développe tout du long de notre vie. Et donc, à force, les personnes âgées qui sont confrontées à ce type de langage, souvent en institution, vont avoir leurs capacités langagières qui vont diminuer parce qu'elles vont sans cesse entendre des mots plus simples, des phrases plus courtes, etc. Et puis, parallèlement à ça, il y a aussi une forme d'infantilisation dans ce type de langage qui peut être mal vécu par les personnes. D'autres impacts sur le stress, la baisse des bénéfices des entraînements cognitifs. Je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Comme on intègre les stéréotypes... Oui, pardon, je suis désolée, je pense que c'est la lumière. En haut, c'est marqué santé physique, santé cognitive et santé psychologique. Plus on parle de mémoire à une personne, et moins elle sera en capacité d'avoir une bonne mémoire. En fait, si on rappelle à la personne avant qu'on lui demande de passer par exemple un test de mémoire, on a fait cette expérience-là, à un groupe de personnes on leur disait vous allez passer un test de mémoire, aux autres on leur disait vous allez passer un test. Les personnes âgées à qui on a dit qu'elles allaient passer un test de mémoire ont eu un moins bon score à ce test de mémoire. Pourquoi ? Parce qu'on vient réactiver le stéréotype qu'avec l'âge, on perd en mémoire, et finalement, nos capacités à nous, de manière très inconsciente, elles vont diminuer. Il y a eu la même chose qui a été faite sur l'équilibre et le risque de chute. Les chercheurs ont demandé à certaines personnes âgées d'attendre dans une salle d'attente. Dans cette salle d'attente, il y avait des magazines grand public, Closer, etc. Et dans l'autre salle d'attente, les autres personnes attendaient avec des magazines sur l'aménagement du domicile, le risque de chute, avec l'âge, etc. Et ensuite, ces deux groupes ont passé le même test d'équilibre et de marche, et on a regardé leur score. Et on a constaté que les personnes qui avaient attendu dans la salle d'attente, où on leur a rappelé qu'avec l'âge, il y avait un risque de chute, qu'il fallait aménager son domicile, etc., avaient un moins bon score d'équilibre et de marche. Donc en fait, le fait que dans la société, on nous active ces stéréotypes-là constamment, ça vient de manière très inconsciente, de manière autodirigée, nous convaincre finalement et modifier nos scores, etc. Donc moi, quand j'interviens, par exemple, en EHPAD ou auprès des professionnels, je leur indique que le mieux pour évaluer la mémoire de la personne âgée, c'est de ne pas lui dire qu'elle va passer un test de mémoire, mais tout simplement qu'elle va passer un test plus général. Et donc du coup, tous ces stéréotypes nous amènent à avoir aussi des préjugés, des croyances. Selon vous, quel est le pourcentage des personnes de 65 ans et plus qui vivent en institution de type EHPAD ? À votre avis, est-ce qu'on a plus de 50% des personnes, moins de 50 ? 20, 30, 20, 20 ?
10. Est-ce que entre 1 et 10? Oui. Ben, jusqu'à l'infini. Je vais vous afficher la réponse dans un instant. Une deuxième question. Quel est le pourcentage des personnes de plus de 65 ans qui souffrent de dépression, selon vous? « 30, 40 » J'ai entendu 60, j'ai entendu 10, 20. Alors, je vais vous afficher les réponses. D'abord, je vais vous afficher les réponses de la population générale. C'est-à-dire que ces questions-là, on les a posées à un grand nombre de personnes. Et voici ce qu'ils répondent. Pour la première question, la population générale, elle a tendance à dire 25%. Et pour la deuxième, elle a tendance à dire 30%. On a aussi posé ces mêmes questions aux soignants, à des professionnels de santé. Et ils répondent... Je ne sais pas s'il y a un truc sur ça. Bon. Ils répondent 40% pour la première question et 50% pour la deuxième. Qu'est-ce qu'on voit déjà? Que les soignants, les professionnels de santé, ne donnent pas tout à fait les mêmes réponses que la population générale. Ils ont une vision qui est un petit peu faussée. Parce qu'ils sont confrontés souvent aux maladies, etc. Donc ça conditionne leur représentation de ce qu'est la vieillesse et le vieillissement. Ensuite, je vais vous afficher la réalité alors, dans nos sociétés ici en Europe. Hein. Bien sûr que ces chiffres ne sont pas valables partout dans le monde. Ah. Donc certains se disent, bon ça va, j'étais à peu près dans les normes. D'autres ont sans doute surestimé le nombre de personnes, effectivement. Concernant la deuxième question, il faut prendre un petit peu des pincettes parce qu'on sait que la dépression, dans certains cas, elle est pas diagnostiquée. Les personnes, surtout de cette génération, n'ont pas eu les mêmes rapports à la santé mentale, etc. Donc on en parle un petit peu moins. Par contre, on a étudié le niveau de bien-être, la courbe du bonheur, à travers les âges. Donc on a demandé aux personnes, en fonction de leur âge, si elles se sentaient heureuses finalement. Et ce qu'on constate, c'est que cette courbe du bonheur, cette courbe du bien-être, elle fait un espèce de U, comme un sourire, où aux extrémités des âges de la vie, c'est le moment où on se sent le plus heureux. En tout cas dans les études. Ça ne veut pas dire que certaines personnes ne se sentent pas malheureuses, c'est de manière générale. Et donc on constate qu'on a un creux où les personnes se sentent le moins heureuse, et c'est entre 30 et 50 ans à peu près. Voilà. Donc on a cette idée que les personnes âgées sont plutôt déprimées, etc. Et en fait, la courbe du bonheur, elle montre plutôt qu'avec l'âge, on a tendance à se ressentir plus heureux que les plus jeunes. Voilà. Ce qu'on voit ici, c'est que dans les soins, on a des formes d'agisme. Donc les soignants, eux aussi, ont des stéréotypes et des préjugés envers les personnes âgées. Quand on leur demande, selon vous, quels sont les premiers mots qui vous viennent à l'esprit quand vous pensez à une personne âgée, donc on leur demande les 3 premiers mots qui leur viennent à l'esprit quand ils pensent à une personne âgée, ils nous indiquent fragilité, solitude, maladie, dépendance, etc. Et en fait, ça vient conditionner le rapport qu'ont les professionnels de santé envers la personne âgée. Dans leur prise en charge, il va y avoir des formes de discrimination qui vont être souvent inconscientes et bienveillantes. Donc, par exemple, à travers le langage qu'on a vu tout à l'heure, l'elder speak. Initialement, le professionnel de santé, il va être bienveillant, mais ça va avoir des impacts sur les capacités langagières de la personne. On a aussi d'autres études où on a soumis à des médecins des comptes rendus médicaux de faux patientes. Les 2 patientes avaient comme diagnostic un cancer du sein qui nécessitait potentiellement un traitement par chimiothérapie et une ablation du sein. Donc on soumettait aux médecins ces 2 profils de personnes qui, l'état de santé était similaire pour les 2, mais où seulement l'âge différait. Et donc on avait des patientes d'une 40aine d'années et il y avait des patientes d'une 60aine d'années. Et on demandait aux médecins,
en lisant le compte-rendu, est-ce que vous allez recommander une chimiothérapie et est-ce que vous allez recommander une reconstruction mammaire suite à l'ablation? Et ce qu'on a constaté, c'est que les professionnels médecins recommandaient moins la chimiothérapie et moins la reconstruction mammaire pour les patientes plus âgées. Alors que dans ce cas-là, l'état de santé général était le même, il ne différait que par l'âge. Mais les stéréotypes intériorisés, notamment par les professionnels, mais qu'on a tous dans la société, font que le choix de traitement va être orienté en fonction de l'âge. Et ce qu'on a vu, c'est que les médecins qui avaient tendance le plus à faire un écart en fonction de l'âge, c'était ceux qui avaient le plus d'agisme. Parce qu'on a des mesures, on a des échelles pour mesurer les représentations et l'agisme. Et donc plus le médecin avait un niveau d'agisme élevé, plus son choix de traitement était différent en fonction de l'âge de la patiente. Donc, il y a eu différentes études qui ont été réalisées. On sait aussi, par exemple, que donc les chercheurs ont suivi des professionnels sur des journées de travail et ont calculé le temps que les professionnels passaient avec chaque patient et on regardait en fonction de l'âge du patient et on a constaté que pour les patients plus âgés, le temps de consultation était moins élevé que pour les patients plus jeunes. Donc il y avait moins de temps de consultation et que les informations qui étaient transmises dans la consultation étaient moins précises quand il s'agissait de s'adresser à une personne plus âgée qu'à une personne plus jeune. Pourquoi ? Parce que les médecins, comme la population générale, a le stéréotype qu'avec l'âge, la personne ne va pas tout comprendre, donc je vais lui simplifier les choses, etc. Sauf qu'après, quand on interroge les patients, on se retrouve avec des patients qui ont moins compris leur diagnostic, puisque le médecin a donné moins de détails, et vont avoir un moindre engagement dans le traitement qu'il va poursuivre, puisqu'il aura moins adhéré, moins compris, etc. On sait aussi, par exemple, que l'agisme qui est présent dans la société, il ne donne pas vraiment envie aux futurs professionnels, donc aux étudiants, de s'orienter vers des carrières en gérontologie ou en gériatrie, par exemple. Donc, quand on interroge les étudiants à l'université en médecine, par exemple, sur leur choix d'orientation future, la gériatrie, elle arrive souvent en dernière position ou dans les dernières positions, parce que dans nos sociétés, le vieillissement est perçu sous un angle plutôt négatif. Donc ça, c'est dans nos sociétés occidentales. Ce n'est pas le cas partout dans le monde. On a tendance à penser que dans les sociétés asiatiques, par exemple, les personnes âgées seraient plus vénérées que dans nos sociétés. Ce n'est pas forcément le cas, en fait, parce que c'est des sociétés qui ont connu une transition démographique très forte et où, du coup, la société a vécu une vague de vieillissement et de personnes âgées d'un coup. Et donc, c'est des sociétés où on a aussi des formes d'agisme qui sont véhiculées dans les pays. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'en fonction des cultures, notre rapport à la personne âgée va être très différent. Moi, dans le cadre de mes travaux, je me suis intéressée à l'agisme en France, au Canada et au Cameroun. Et ce que j'ai constaté, c'est que dans ces trois cultures, il y avait des formes d'agisme, mais qu'elles ne s'exprimaient pas tout à fait de la même façon. Par exemple, en France et au Canada, on va beaucoup blâmer les plus âgés concernant les préoccupations économiques et écologiques. C'est ce qu'on entend de la part des plus jeunes envers les plus âgés. Au Cameroun, ils ne sont pas sur ces types de sujets-là, mais ils vont par contre associer la personne âgée à la sorcellerie. Parce qu'au Cameroun, l'espérance de vie est à peu près de 60 ans. Les personnes qui ont plus de 60 ans au Cameroun, c'est bizarre en fait. Les plus jeunes vont se dire mais qu'est-ce qu'elle a fait pour que tous ses collègues, eux, soient enterrés et qu'elle soit encore en vie. Ils vont associer ça à des formes de sorcellerie. Donc c'est des pays aussi où on pense que la personne âgée est vénérée. Alors elle a une place centrale dans la famille, la personne âgée, beaucoup plus qu'en France, où la personne âgée au Cameroun va garder ce rôle de chef de famille, même en étant âgée, même en ayant perdu des capacités cognitives, etc. Par contre, en dehors du cercle familial, ça va être associé à tout ce qui est sorcellerie, etc. Donc, il y a aussi des formes d'agisme, même dans des sociétés qu'on considère comme collectivistes, avec un ancrage familial plus important. Nous, on a vu dans notre société, notamment en France, que les familles et les modes d'habitat ont grandement évolué par rapport à il y a plusieurs années, par exemple, où c'est très rare maintenant de voir plusieurs générations cohabiter sous le même toit, par exemple. C'est des choses qu'on retrouve encore un petit peu plus fréquemment au Cameroun, notamment,
puisque ici, en France, on a les EHPAD, on a des structures d'accueil pour les personnes âgées qui n'existent pas au Cameroun. Et quand j'y suis allée au Cameroun, on m'a indiqué que chez nous, chez les Blancs, on avait des cages. Et c'est comme ça qu'ils appellent en fait les EHPAD. Pour eux, ça leur paraît impensable d'avoir la personne âgée dans les cages, entre guillemets. Et ils considèrent que les personnes les plus à même de s'occuper de la personne âgée, ce sont leurs propres enfants. Mais c'est en train d'évoluer, puisque et c'est ce que je montre dans mes travaux, les plus jeunes maintenant dans ces sociétés ont accès plus facilement à Internet et à ce qui se passe aussi dans les autres sociétés. Et donc on voit comment ça peut se passer ailleurs. Et donc non plus uniquement la seule parole de leurs aînés. Et donc ils commencent à remettre un petit peu en question la parole des aînés dans les sociétés et à penser que ça peut être différent dans les autres sociétés. Je vous propose maintenant de prendre un temps de questions et d'échanges, de partage d'expériences. Est-ce que vous, dans les exemples qui ont été donnés, vous retrouvez, est-ce que vous pensez qu'au quotidien, vous avez pu soit véhiculer des discours agistes, ou soit recevoir des formes de discrimination en raison de votre âge? Est-ce que vous avez des expériences comme ça, ou d'autres questions? Et pour les personnes qui souhaitent parler, je vous propose de parler bien dans le micro. Comme ça, tout le monde peut entendre et l'enregistrement aussi peut se faire. Merci. C'est plutôt une question. Est-ce que vous avez constaté un impact des périodes de Covid sur l'augmentation de l'agisme? Merci, c'est super intéressant comme question. C'était mes tout premiers travaux. Quand j'ai commencé à travailler sur le sujet, j'ai commencé à travailler pendant la crise Covid. Donc effectivement, nous, on a mené une étude, et il y a eu d'autres études qui ont été réalisées, qui montrent que les formes d'agisme ont été démultipliées pendant la période Covid, notamment par les médias, ce qui était véhiculé par les discours politiques, les discours des médias, etc., où était associé l'âge à un niveau de fragilité et de risque face au Covid, en fait. Et c'est ça qui est considéré comme une forme de discrimination. C'est comme si d'un coup on avait dit toutes les femmes sont plus à risque du Covid, ou toutes les personnes noires sont à risque du Covid. En fait, c'est le fait de prendre un critère qui est l'âge, l'origine ethnique, le sexe, etc., pour déterminer un état qui devrait être déterminé plutôt par l'état de santé, en fait. Donc en tout cas, ça a été perçu par les personnes de 65 ans et plus comme une forme de catégorisation, de discrimination, etc. Donc nous, notre étude, elle a permis de mettre en lumière ça, mais il y a d'autres études qui ont été réalisées au Canada, par exemple, en Belgique, qui arrivent aux mêmes conclusions. C'est que l'agisme existait déjà avant dans la société, mais on en a beaucoup plus eu l'expérience, malheureusement, dans la période Covid. Ce qui était intéressant, moi ça m'a beaucoup amusé de regarder par exemple sur les plateaux de télévision, vous aviez souvent des docteurs, des professeurs ou des invités qui étaient quand même assez âgés, qui avaient peut-être pour certains plus de 70 ans, 75 ans, etc. et qui disaient non mais il faut absolument confiner les personnes de 65 ans, elles sont fragiles, elles. Et en fait, c'était intéressant de voir comment eux ne se considéraient pas dans ce groupe-là, mais parlaient pour ce groupe. Et donc, quand s'est posé la question, et heureusement, ça n'a pas été fait, mais il avait été question à un moment de confiner plus longtemps uniquement les personnes de plus de 65 ans. Ça a fait beaucoup réagir, et c'est pas le choix qui a été retenu, parce que ça aurait vraiment été, pour le coup, là, une forme de discrimination, puisque c'était le critère d'âge qui était défini et non pas l'état de santé global des personnes. En tout cas, ça a été vécu. Nous, l'enquête que j'ai réalisée, moi, auprès de personnes de 65 ans et plus, c'était des entretiens que j'ai réalisés avec eux, montraient vraiment que les personnes se sont senties catégorisées, isolées. Et puis, c'est un moment aussi que vous avez peut-être vécu comme des formes d'agisme bienveillant de la part de la famille. C'est aussi des moments où les enfants, par exemple, en tout cas c'est ce qui m'a été rapporté dans l'enquête, les enfants ou la famille proche disaient non, surtout tu sors surtout pas, c'est moi qui vais faire ci à ta place, je vais le faire, toi il faut que tu te protèges, etc. C'était très bienveillant de la part des familles et c'est dans une volonté de protéger, etc. Mais les personnes, pour la plupart, ne le vivaient pas forcément bien, n'osaient pas dire à leurs enfants, écoute, tu me casses les pieds, j'ai envie moi de sortir et de prendre les risques que j'ai envie de prendre pour ma santé. Mais comme on est
on a intériorisé finalement dans notre société. Ça n'a pas été beaucoup dénoncé, ou en tout cas, il y a eu des formes d'agisme bienveillant dans les familles qui ont été qui ont été réalisées pendant la crise Covid. Donc les personnes qu'on a interrogées nous disaient, mais en fait, j'aurais aimé prendre la décision de si j'avais envie ou pas de prendre le risque de tomber malade ou pas. En tout cas, ça a été vécu de cette manière-là. Et effectivement, pendant la période Covid, les formes d'agisme ont été exacerbées. L'avantage, entre guillemets, c'est que depuis la période Covid, on en parle de plus en plus de cette discrimination. Moi, j'ai observé dans les journaux, donc on a des bases de données qui existent où on peut retrouver tous les journaux de plus de 100 ans, 200 ans en arrière, dans le monde entier. Donc, je me suis principalement concentrée sur les journaux en France et j'ai regardé le nombre de fois que le mot agisme et le mot discrimination liée à l'âge étaient écrits dans les journaux avant la période Covid et après la période Covid. Et en fait, on retrouve 3 fois plus de fois le mot agisme après la période Covid qu'avant. Donc ça montre quand même que même au sein des médias et de la société, c'est une discrimination dont on parle de plus en plus. D'ailleurs, au tout début, quand j'ai commencé en 2020 les conférences, il y avait très peu de personnes. J'étais pas beaucoup sollicitée pour discuter de ce sujet-là parce que on savait pas trop ce que c'était. Et au fur et à mesure, 2021, 2022, 2023, les gens se sont de plus en plus intéressés à cette thématique et on en parle de plus en plus. Vous vouliez intervenir ? Attendez, je vais vous donner le micro. Moi, je voulais rebondir sur un chiffre tout à l'heure qui m'a un peu étonnée sur les 10%. Vous nous disiez que à partir du moment où on vieillissait, que les seniors étaient moins dépressifs entre guillemets que les gens plus jeunes. Du coup, cet agisme, peut-être comment vous dire, peut-être que en fait je trouve que si on était vraiment victime de cet agisme, ça nous rendrait peut-être un peu plus dépressifs. Et est-ce qu'on en a vraiment conscience tout le temps? Est-ce que quelque part ça peut être aussi les vieux, parfois c'est les autres aussi? Oui, alors effectivement, on sait que l'une des conséquences de l'agisme, c'est que ça augmente les risques de dépression, effectivement. Et vous me disiez, les vieux, c'est les... Oui, et en fait, on a tendance à penser aussi que nous... Enfin, des fois, quand je le présente en conférence, les gens vont me dire « Ah non, ça, non, moi, je ne l'ai pas vécu, cette forme de discrimination. Je peux connaître des gens qui l'ont vécu, mais moi, je ne l'ai pas vécu. » Parce qu'en fait, c'est tellement fait de manière inconsciente. Et comme on n'en parle pas, on ne le reconnaît pas encore comme une forme de discrimination. Donc, on va penser qu'on n'en est pas victime. Et donc, parfois, moi, j'utilise je tourne les phrases avec un autre critère. Par exemple, sur la conduite automobile, on dit souvent « Oh, je mets des guillemets, hein. Encore un vieux au volant, ça m'agace, par exemple. » Si demain, je disais encore un noir au volant, ça m'agace, c'est très choquant, c'est du racisme. Pourtant, ma première phrase, c'est de la discrimination, c'est de l'agisme. Mais dans nos sociétés, on sous-estime, c'est pas grave, c'est des vieux. Donc du coup, on ne le voit pas comme une forme de discrimination. Pour l'exemple de la conduite automobile, je dis jamais « Ah, encore une femme au volant » parce que ça, c'est très normalisé. Donc il y a moins cet effet choc. Donc je prends soit... Et donc, en fait, il faut essayer de se poser la question de transformer des choses avec un autre critère de discrimination. Et si ça nous choque pour un autre critère, pour l'âge, ça doit être tout aussi choquant, en fait. Oui. Non, moi, je vais simplement dire un truc qui me fait toujours rire. Si vous prenez le tram et que vous voyez plein de jeunes assis et que vous êtes debout, vous vous dites flûte quand même, hein, ils sont assis et moi je suis debout. Mais par contre, si vous êtes debout et qu'il y a un petit jeune qui se lève, vous vous dites bon, finalement je suis pas si vieille que ça pour qu'on me donne ma place. Surtout la première fois. Et c'est à quel moment qu'on vous a donné la place pour la première fois? 60 ans? Oui. Merci. Moi, j'aurais une question en fait, parce que c'est vrai que c'est quand même
un peu négatif, hein, agisme. Bon, tout ce qui finit par isme, ça catégorise de toute façon. Mais pour autant, on est quand même ravis d'être à la retraite. Et dans le même temps, c'est une cassure. C'est une cassure sur énormément de niveaux, hein, la mise à la retraite. Moi, du coup, je me dis, mais finalement, du temps choisi, mais pas de retraite, en définitive. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'effectivement, on se contribue à casser, en quelque sorte, un rythme, à casser une dynamique, avec derrière ses conséquences sur le cerveau, etc. Et peut-être sur la santé. Mais bon, à un moment, il faut bien que les choses s'arrêtent. Hein. Attention, c'est pas je ne remets pas en cause quoi que ce soit. Mais je me pose la question, je me dis, en fait, c'est vrai qu'il faut garder une activité, pas avoir le sentiment non plus que on prend la place des jeunes. Enfin, c'est très complexe quand même. C'est très complexe. Merci pour votre remarque. Je ne sais pas si tout le monde a pu entendre, mais moi, c'est pas évident de parler dans un micro quand on n'a pas l'habitude. Madame, vous évoquiez... Madame évoquait le rapport à la retraite, au fait que, au passage à la retraite, on a notre activité qui évolue énormément, avec parfois des cassures. Parfois, vous disiez, c'était très intéressant de ne pas vouloir prendre la place d'eux ou faire à la place d'eux. Ça, c'est des choses qu'on retrouve souvent dans les formes d'agisme autodirigé, avec des personnes âgées qui ne voudraient pas prendre la place des plus jeunes, parce que cette place-là, dans la société, pour la personne âgée, elle est beaucoup remise en question. La place centrale dans notre société, elle est donnée à la personne adulte. C'est celle qui est considérée comme la plus apte physiquement et cognitivement dans nos sociétés. L'enfant, il est trop jeune, mais il a un potentiel futur, il a un potentiel économique, le plus jeune. Alors il est intéressant pour la société, parce que plus tard, il va rapporter de l'argent. L'adulte, il est considéré comme intéressant et comme productif, parce qu'il est encore en bonne santé physique, il a une bonne santé cognitive et il a une productivité économique. Et dans nos sociétés, la personne âgée, elle perd cette place parce qu'elle est plus perçue comme ayant une productivité économique, comme étant en bonne santé physique, comme étant en bonne santé mentale. Alors qu'on sait que c'est pas parce qu'on a dépassé tel âge que nos capacités cognitives vont forcément décliner, c'est pas vrai, ou que notre capacité physique va totalement tendre vers la dépendance, c'est pas non plus le cas, puisque la majorité des personnes âgées vivent en bon état, avec effectivement une perte de certaines capacités physiques. Mais du coup, cette question de la place de la personne âgée dans la société, elle est très intéressante, et la personne âgée intériorise qu'elle perd cette place-là, malheureusement, dans la société. Et donc, on a souvent « je ne veux pas faire à la place de, je ne veux pas prendre la place des plus jeunes, etc. » Et je trouve que c'est très révélateur de l'agisme qui est véhiculé dans la société. Alors, c'est pas parce qu'on a le passage à la retraite qu'on est obligatoirement victime d'agisme autour de nous, mais on sait avec les chiffres que qui dit passage à la retraite dit on est considéré comme âgé, parce que souvent ce critère-là, quand on pose la question à partir de quand est-ce qu'on est âgé, la plupart des gens vont répondre à partir de la retraite, on est considéré comme âgé. Moi je leur dis alors du coup le joueur de foot qui prend sa retraite à 35 ans, 40 ans, il va être considéré comme âgé. Mais dans notre société, quand on pose cette question-là, souvent c'est la retraite qui est marqueur de la vieillesse, ou en critère d'âge, on retrouve souvent, quand on interroge la population, entre 65 et 69 ans, à peu près. Mais ça, en fonction de l'âge de la personne, ça évolue. Quand vous demandez à un enfant ou à un ado, alors à ton avis, à quel âge on est âgé, il va nous dire 40 ans, 30 ans, 40 ans. Quand on demande à une personne de 70 ans à quel âge on est âgé, elle va nous dire 80, 90 ans. En fait, en fonction de l'âge qu'on a, on aura tendance à considérer l'âge à partir duquel on est âgé comme de plus en plus tard. C'est normal, c'est par rapport au temps qui passe et du temps qui nous reste sur notre phase chronologique. Et donc, je me suis perdue dans ce que je voulais dire. Ça arrive souvent. Mais du coup, ce passage à la retraite, il est marqueur de vieillesse. Et donc, on sait que c'est un niveau
plus à risque, en tout cas, d'être victime d'agisme. Et on constate des formes d'agisme autodirigé. Donc je me persuade que c'est de mon âge de faire ci, ou de mon âge de porter ça, etc. Donc ça, c'est des formes d'agisme autodirigé. On peut peut-être prendre une dernière remarque si vous souhaitez. S'il y en a, sinon je vous remercie pour votre attention. Merci d'avoir partagé cette fin de matinée avec moi. Merci. Merci. Max power, I'm about to go bigger and better. If I ever lose, I know I'm faster than ever. If I ever lose, I know I'm bigger and better. Hitting all the goals that come bigger, bolder, faster.